Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Préparez-vous car l'épisode d'aujourd'hui est tout simplement monumental. On ne parle plus de simple match, on entre dans le sanctuaire, le cercle très fermé des 8 meilleures équipes d'Europe. La Champions League est de retour pour une phase de poule qui s'annonce électrique, avec seulement 2 tickets par groupe pour le Final Four. C'est le gratin mondial du water-polo qui s'affronte et on va tout décortiquer. Au programme, la sensation de Novi Beograd qui fait vaciller l'Olympiakos et surtout ce choc de titans entre Ferencváros et Proreco. Imaginez, 18 titres de Champions League réunis dans le même bassin, une ambiance de feu en Hongrie et un scénario que personne, je dis bien personne, n'avait vu venir. On fera aussi un détour brûlant par l'Eurocup. Marseille jouait littéralement sa survie à domicile dans un match retour sous haute tension. Est-ce qu'ils ont réussi à mettre le couvercle sur la rencontre ? On va analyser ça en détail. Et pour finir, on plonge dans les bassins français avec la 17e journée de National 1, entre le festival offensif à Givors avec ses 37 buts, la démonstration de Mulhouse à La Rochelle et la guerre psychologique en tête du classement entre Monaco, Livry-Gargan et Marseille. Le championnat de France est en train de devenir un véritable thriller. On n'oublie pas la journée 9 de l'élite féminine et la journée 13 de l'élite masculine. Analyse tactique, stat choc et débriefing sans concession, croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive ? Et juste avant de commencer, pense à t'abonner, ça ne prend que 2 secondes. T'abonner, ça nous aide beaucoup parce que plus on est nombreux, plus le podcast sera connu et plus nous pourrons le développer. Donc abonne-toi dès à présent sur YouTube, Spotify, Deezer ou Apple Podcast et n'hésite pas aussi à mettre 5 étoiles sur la plateforme. Tu peux nous écouter comme ça sur la route, en allant au boulot, en faisant du sport ou juste avant l'entraînement. Allez, c'est parti! Pour démarrer ce nouvel épisode, grosse page européenne pour débuter et puisque nous avions la Champions League qui reprenait avec le premier jour des groupes de qualification pour le Final Four et l'Eurocup où Marseille jouait sa peau, on va dire, dans un match retour à domicile. Pour commencer tout de suite donc la Champions League avec tous les matchs qui se déroulaient donc en 2 jours. Le 3 mars, on avait donc le groupe A qui se déroulait avec Brescia contre Barceloneta et victoire à l'extérieur de Barceloneta 13-11. Ouais Christophe, on a basculé maintenant dans les 8 dernières équipes européennes de cette Champions League avec 4 sésames à attribuer pour aller au Final Four dont tu nous as parlé. Donc 2 groupes de 4, les 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés directement pour le Final Four. Et donc on avait cette première rencontre assez indécise entre Brescia, qui est toujours une équipe coriace, et Barceloneta, qui est un habitué des Final Four, qui a fini 3e l'année dernière de la compétition. Et donc un duel serré qui va tourner finalement à l'avantage des Espagnols, 13-11 dans un match assez fermé. Écoute, très bonne opération, hein, parce que évidemment gagner à l'extérieur dans ces compétitions-là, c'est assez difficile. Et Barceloneta prend déjà 3 points, je ne vais pas dire évidemment décisifs, mais prend 3 points en tout cas qui compteront à la fin. Oui, ce match, un peu particulier puisque donc, 1er match, donc, de cette deuxième phase, on va dire et Brescia qui sortait d'une préparation, avec Ferencváros et on verra par la suite, je ne sais pas si c'était, prévu comme ça en tout cas, mais les 2 équipes, du coup, ont été défaites dans ce 1er match, à domicile. Surtout, bah, ce qui coûte peut-être cher à Brescia aussi, c'est son pourcentage de réussite au tir, puisqu'ils ne sont qu'à 33 contre quasiment, 59 côté, barcelonais. Oui, mais c'est peut-être aussi la différence de gardien, hein. Aguirre est un gardien, extrêmement performant, donc c'est plus difficile de le battre que de battre, le gardien italien. Écoute, ils ont construit leur victoire, petit à petit, mais ils ont remporté les 2 premières périodes, pardon, pour virer à 9-5 fin de 2e. Le match, j'allais dire, était fait et puis ils ont réussi à serrer le score dans la 3e pour aborder cette dernière période avec toujours ces 4 buts d'avance.
Et puis le petit sursaut, de Brescia aurait été trop tardif et trop insuffisant. Ils réduisent la marque certes, mais Barcelone avait mis la main sur la rencontre et ne l'a plus lâchée. Ouais. Victoire précieuse à l'extérieur donc de Barceloneta et qui prend ses 3 premiers points. Deuxième match de ce groupe A et là, bah, petite surprise quand même, parce que je ne les voyais pas à ce niveau et Belgrade qui n'a pas arrêté de changer d'entraîneur, ces derniers temps, a réussi à s'imposer à domicile contre Olympiakos, 12-10. Effectivement, tu l'as dit et je te rejoins, une surprise parce que, Olympiakos a une équipe taillée quand même pour, aller d'une part au Final Four et donc, une équipe taillée pour, écarter Novi Beograd de sa route. C'est un faux pas qui est malvenu quand même pour les Grecs. Alors c'est sûr, c'est à l'extérieur, mais, peut-être contre l'équipe la plus prenable de la poule, censée être la plus prenable, je dis bien. Et puis, bah, écoute, les Serbes restent maîtres chez eux, de manière assez convaincante, hein. Il y a 7-4 fin de 2e. Et puis après, bah, il y a un relâchement avec Olympiakos qui recolle à 8-8 début de 4e. Et puis, dernier coup de collier des Serbes qui remportent 3 points, je ne vais pas déjà dire cruciaux parce qu'on n'en est qu'à une journée sur 6. Mais, écoute, tu commences à gagner chez toi. Une défaite d'entrée de jeu à la maison, couplée à une autre défaite à l'extérieur sur la deuxième journée. Ils vont aller donc à Brescia ou à Barceloneta. Les auraient très certainement, peut-être condamnés. Donc là, écoute, ils entament de la meilleure des manières. Et puis Olympiakos devra cravacher quand même pour attraper ces points-là, parce qu'il n'est pas certain que Novi Beograd batte et Brescia et Barceloneta à la maison. Donc ce petit débours négatif, bah, va peser certainement dans la balance et obligera peut-être Olympiakos à devoir faire le plein à la maison. Ouais, ben, un match, qui pareil, un peu comme le match précédent, des pourcentages, notamment d'Olympiakos, qui fait le même pourcentage que Brescia avec 33 de réussite, malgré un Zalanki quand même qui en met 6 sur 8, mais qui a pas été bien accompagné, à côté, hein, puisque beaucoup de joueurs, n'ont pas réussi à marquer, hein. On a, Tilas qui est à 0 sur 3, Anguial, bon, c'est pas un gros shooter, il est à 0 sur 1, Fontoulis 0 sur 2, voilà quelques joueurs comme ça et bah, les gardiens aussi qui se sont bien illustrés puisqu'on a, Glusac, hein, on en parle régulièrement, le gardien serbe, qui est toujours, aussi important dans les résultats de son équipe et côté grec, les 2 gardiens ont joué. On rappelle que les 2 gardiens sont les gardiens de l'équipe nationale, que ça soit Tzortzatos ou Zerdevas et l'un est à 0 avec un 0 sur 7 et l'autre qu'à 50. Bon, qu'à 50 entre guillemets, mais 5 sur 10, les 2 gardiens qui ont joué, mais qui n'ont pas pu empêcher cette défaite grecque. Ouais, et puis Gueni Dounias, qui est un joueur, assez stable et toujours performant, rarement, très rarement décevant, qui là est à un 1 sur 8 au shoot. Donc, effectivement, il y a que Zalanki qui a surnagé un petit peu là-dedans. Et puis, ouais, ouais, défaite, problématique, d'Olympiakos, dans ce mini championnat qui va être évidemment ultra resserré parce que là, il y a plus de petites, équipes. Donc tout ce que tu laisses en route, tu, vas galérer quand même pour le récupérer. Donc, Olympiakos qui démarre mal quand même cette compétition et qui devra se rattraper au Pirée rapidement. Ouais, à voir aussi ce que ça peut donner, mais bon, c'est surprenant parce qu'Olympiakos, je les voyais un peu plus solides que ça contre Belgrade, notamment et sachant que voilà, c'est une équipe en ce moment, Belgrade, qui n'est pas forcément très stable parce que je crois qu'ils en sont à leur 4e ou 5e entraîneur depuis quasiment le début de la saison. On va passer donc au groupe B et avant, de parler de l'affiche quand même de ce groupe B, pour cette première journée, il y avait quand même Mladost, Hanovre et victoire de Mladost 12-8, mais un score quand même, qui met plutôt en valeur l'équipe allemande puisqu'ils ne perdent que de 4 buts, hein. On sait, voilà, on l'a dit, Hanovre, bon, a réussi à se qualifier, mais bon, une équipe qui a quand même résisté malgré, une première période, 5-0 donc ensuite, les Croates qui ont géré leur match. Ouais, difficile d'abord d'aller jouer au Mladost. Ensuite, difficile de se remettre d'un 5-0 initial quand tu es, pas favori et bah, malgré ça, ils ont fait 3 dernières périodes courageuses où, finalement ils remportent les 3 dernières périodes. Mais, bah, un match de water polo, ça dure pas 3 périodes, ça dure 4 et Mladost donc, sans faire injure à Hanovre, Hanovre représente la petite équipe quand même dans cette poule-là et bah, pour s'extirper, des 2 géants que sont Recco et Ferencváros, il faut évidemment faire le plein contre Hanovre et Mladost a démarré la compétition de la meilleure des façons en l'emportant. Bon écoute, le score est pas énorme mais l'essentiel est fait, j'allais dire, avec une victoire de 4 buts à la maison qui lance leur saison. Il leur faudra aller grappiller quelque chose à l'extérieur, ce qui sera à l'extérieur à part Hanovre, qui sera quand même
compliqué vu la teneur de la poule. Ouais, Hanovre, qui s'est heurté, sur le gardien, croate, hein, Kubranic, puisqu'il est quand même à quasiment 64 d'arrêt, donc qui a bien aidé son équipe et Hanovre qui a fait plus de tirs que Mladost puisqu'ils ont fait 28 tirs, mais ils n'en marquent que 8, donc 29 à peu près de réussite et les Croates font 25 tirs, quasiment à 48, donc voilà, une meilleure efficacité du côté croate. 64 d'arrêt pour un gardien, c'est quand même prodigieux. Tu arrêtes quand même 2 shoots sur 3. Je sais pas si tu vois la stat que ça fait sur tout un match. C'est une victoire, de Zagreb dont on pouvait évidemment, estimer qu'elle allait arriver, mais encore faut-il le faire et Zagreb l'a bien fait. Ouais, elle a très bien fait. Affiche de cette, 1 journée, hein, et pas des moindres, puisqu'on avait, pas loin, je crois, de 18, il me semble, si je dis pas de bêtises, Champions League, quasiment réunis dans le bassin et Ferencváros qui s'incline assez lourdement à domicile, puisqu'on sait la puissance de frappe de Ferencváros et il s'incline 13-9 contre une magnifique équipe de Recco, surtout en premier quart-temps, qui réalise un 1er quart-temps de rêve dans une grosse ambiance, grosse ambiance dans la piscine, hongroise, un spectacle son et lumière. Il y avait même un petit spectacle dansant pour commencer. Un match qui s'est joué à guichet fermé et des Hongrois, complètement impuissants, qui se sont heurtés, sur le gardien, italien Nicosia, qui, a multiplié, les premiers arrêts. Il a été infranchissable en première période, 3 sur 3 et malgré un bon Vogel quand même qui fait un 6 sur 11 en premier quart-temps et ben, il y a quand même, 5-0 pour les Italiens. Donc grosse première période et ensuite, Mandic, tout de suite qui va réduire le score, dès le début du deuxième quart-temps avec, un penalty sur une belle action de De Toro et mais malheureusement pour les Hongrois, en fait, 12 secondes après, Condemi réplique tout de suite. Vraiment, voilà, Recco qui n'a rien lâché dans ce match, qui a été extrêmement agressif, qui a pris, pas mal de bonnes exclusions et malgré aussi les exclusions nombreuses, de Recco, les Hongrois n'ont pas réussi à transformer, leurs actions. Dans le troisième quart-temps, petite chose anodine quand même, c'est que Vogel commence le quart-temps et tout de suite, but donc de loin de Irving et au bout de 16 secondes, on avait déjà eu cette situation, mais pas forcément, dans ce timing-là. Vogel est remplacé par le deuxième gardien et il ne fera son retour que 4 minutes 40 dans le troisième quart-temps. C'était déjà arrivé dans un autre match et là, voilà, malgré qu'il était quand même bien présent, Vogel, je pense que voilà, l'entraîneur a voulu, créer une nouvelle dynamique dans son équipe parce qu'ils étaient, menés de bout en bout et ça n'a pas fonctionné, voilà. On a eu un très bon Granados, dans ce troisième quart-temps qui marque 2 buts d'affilée et qui scelle, un peu, aussi cette victoire italienne, contre Ferencváros et Ferencváros qui essuie sa deuxième défaite à domicile. La première aussi contre un club italien, c'était Brescia qui l'avait emporté au pénalty. Ouais, la dernière défaite, de, Ferencváros à la maison, dans un match non terminé au pénalty, c'est il y a 3 ans. Écoute, 5-0 pour le Mladost contre Hanovre, ça a été rédhibitoire. 5-0 pour Recco contre, Ferencváros, ça a été également rédhibitoire puisque, écoute, alors ils ont non seulement très bien réussi évidemment leur première période, les Italiens, mais ils ont jamais laissé les Hongrois revenir à moins de 4 buts. Donc le score a toujours oscillé, à part cette période-là, ils sont jamais parvenus à revenir à -3, -2. À chaque fois qu'ils ont marqué, les Italiens ont repris un but. Il faut pas oublier quand même qu'ils ont, alors Ferencváros a une très belle équipe, mais bon, Recco était pas là l'année dernière, hein. Recco, il y a des joueurs, hein, évidemment, Granados, Pavillard, Buric, tout ça, plus la colonie italienne, hein, Yoki Gratta, Di Fulvio, Condemi, ils ont Canella, ils ont une vraie bonne équipe. Je m'attendais pas, je te l'avoue, une victoire était possible, mais dans ce scénario-là, je le voyais pas trop. Et puis, écoute, c'est les très grandes soirées de coupe d'Europe où, les moindres erreurs se payent, tout de suite. Ferencváros a eu beaucoup d'occasions en première période, notamment des zones plus, pour marquer et ils se sont cassés les dents, sur la défense et sur le gardien italien. Et puis, après le match avançant, quand tu vois que tu continues à tenir le score comme ça et que l'exploit se profile,
tu te rassembles et tu vas de l'avant et Recco, écoute, se rappelle au bon souvenir de tout le monde parce que c'est vrai que Ferencváros avait pris la main un peu sur les coupes d'Europe, depuis, on va dire, ils ont fait des finales, puis ils en ont gagné les 2 dernières et là, Recco frappe un grand coup quand même parce que, aller gagner comme ça de 4 buts chez le champion en titre, chez lui, quand même, c'est une super perf et alors bon, il y avait pas des masses de suspense pour moi dans cette poule-là, mais vraisemblablement, ce succès-là, va leur ouvrir quand même des perspectives assez favorables pour rejoindre le Final Four, qui est l'objectif, évidemment avoué de cette équipe et l'objectif, c'est de ramener la coupe comme ils l'ont fait pendant tellement d'années dernièrement. Oui, oui, mais bon, on avait vu, sur les dernières sorties quand même de Ferencváros, soit ils marquaient beaucoup de buts, mais ils en prenaient beaucoup et là, contre une équipe, comme Recco, bah, ça a pas pardonné et là, ils n'ont pas réussi à s'en sortir. Ouais et puis, bah, écoute, l'expérience alors il y a évidemment, il y a de l'expérience du côté de Ferencváros, mais des fois, il y a des choses que tu expliques pas, hein. Tu prépares tes matchs, tu fais tes tactiques, c'est les mêmes joueurs, et puis tout d'un coup, bah, tu te retrouves à 5-0. Alors les coachs, ils essayent, hein, tu peux pas changer tout le monde. Tu essaies de changer le gardien même s'il démérite pas pour tenter. Tu as plus beaucoup d'armes, à ta disposition, hein. Tu as les temps morts quand tu es coach et tu as le coaching et effectivement, changer le gardien peut faire partie du coaching. Mais là, écoute, bah, visiblement, ça a pas marché et puis, Schumacher était pas non plus, fautif, hein. Il fait 50 sur le match, donc c'est quand même une perf. C'est rare aussi de voir Ferencváros marquer moins de 10 buts dans un match. Écoute, très grosse performance défensive des Italiens qui marquent leur territoire, c'est une victoire et une défaite qui vont compter et qui marquent son territoire, d'entrée de jeu de la compétition et bah, qui frappe un peu les esprits et non, non, très, très grosse perf, des Italiens. Ouais, énorme perf même, hein, c'est pas un but ou 2 quoi. Donc là, ils les ont étouffés d'entrée de jeu et comme on l'a dit, plusieurs fois, hein, que ça soit toi ou moi, ils les ont pas lâchés d'une seconde. On passe, à l'Eurocup parce qu'il y avait une belle soirée, d'Eurocup, retour. Donc là, on était, mardi, mercredi. Bah, là, on bascule à samedi. Donc samedi, match retour. Pour commencer, on avait un Jadran Split, Szolnok. Au match aller, donc, Jadran s'était imposé à l'extérieur, de 5 buts et là, bah, il s'impose encore plus facilement en remportant le match 21-14. Pas beaucoup de suspense dans cette rencontre-là. Jadran Split, qui confirme sa supériorité après avoir fait un +5 à l'extérieur, gagne de 7 buts chez lui. Donc écoute, logique complètement respectée et pas de il y avait pas grand-chose à attendre. Quand tu perds de 5 buts à la maison, c'est difficile quand même d'aller renverser la vapeur à l'extérieur. Donc Jadran qui se qualifie en toute logique. Ouais, il y avait 9-3 à la mi-temps. Pas de suspense, dans cette rencontre. Double rencontre d'ailleurs. Deuxième match, on avait Radnički qui recevait Barcelone. Radnički qui s'était imposé, de 5 buts grâce à une dernière période, un peu folle, qui s'est imposé à l'aller 15-10 à l'extérieur. Ben là, petit match, au final, en tout cas, on n'a pas forcément complètement le déroulé, mais 17-15 en faveur, des Serbes, Barcelona qui a quand même, chèrement vendu sa peau dans ce match retour. Ouais, mais pareil que pour le match précédent, un 15-10 à l'extérieur, le mal était fait et bah, écoute, Radnički, a pas tremblé sur ce match-là. Alors ça fait un score un peu plus serré, certes. Ils enregistraient le retour de Perlainovic et de Pietlovic. Bah, ils ont géré le score, et puis la victoire est anecdotique, mais le match était déjà fait à l'aller et bah, écoute, ils confirment cette victoire. Ouais, ouais, ils ont pu s'appuyer sur le bon, Vapanski qui marque 5 buts en faveur, des Serbes contre un Van der Wejden qui en met 4 du côté espagnol. Troisième match, et un peu surprenant, je dirais, dans l'ampleur, du score. On avait, Vajac qui, se déplaçait du coup à BVSC. Vajac avait emporté le match aller 11-8, donc ils avaient pris leur revanche du match, du championnat, je l'avais indiqué et cette fois-ci, eh bah, BVSC s'impose très largement 20-13, donc surprise quand même puisque Vajac était reversé de la Champions League, mais cette année, ils n'avaient pas l'équipe pour et du coup, leur parcours européen s'arrête là. Ouais, alors Vasas, on l'avait dit, avait enregistré 0 point dans la poule de Champions League, mais ils étaient dans cette fameuse poule avec Mladost, Radnički et Olympiakos. Ils avaient alors on avait dit que 3 buts, c'était évidemment, c'est bien, mais c'est pas un matelas suffisant maintenant parce qu'avec ce petit bassin, il y a des écarts qui peuvent être très vite, effectués. Donc
Écoute, ça n'a pas duré longtemps hein, parce qu'ils se sont fait un petit peu transpercer et puis ils finissent à -7 quand même dans ce duel intra-Budapest. Et le Vasas qui sort, c'est une des rares équipes reversées en Eurocup qui sortira. Il y aura également une autre équipe, on verra plus tard, mais ouais, des défaites quand même assez lourdes, 20-13 chez le voisin du BVSC. Autre match, Savač, les Serbes qui recevaient les Espagnols de Sabadell. Sabadell qui s'était imposé largement à domicile 11-3. Assez étonnant que les Serbes ne marquent que 3 buts. On sait que Savač est plutôt une équipe solide. Et ils l'ont prouvé quand même dans ce match au retour, quand même, en s'imposant 9-6. Mais ça n'a pas suffi parce que l'écart était trop grand par rapport au match aller. Ouais, là, c'est vraiment le match où 11-3 à l'aller, c'est tu t'en remets pas. Donc, Sabac a fait une victoire de prestige à la maison, hein. Ils voulaient quand même montrer que leur visage, c'était pas forcément celui du 11-3, mais la qualif était à 90% déjà effectuée. C'est à -8, c'est trop compliqué. Puis, écoute, ils finissent sur une bonne note en battant 9-6 Sabadell, qui a géré tranquillement pour être à l'abri un petit peu d'une frayeur ou quoi. Et puis, écoute, qui passe ce tour-là fort logiquement. Ouais, grâce à ce match aller, donc d'où l'importance des certains matchs allés. Autre match, Terrassa qui recevait Oradea. Donc Terrassa, Oradea, ça fait match nul dans ce match-là. Et à l'aller, Oradea s'était imposé d'un but. Donc Oradea qui confirme sa qualification pour les quarts de finale. Ouais, Terrassa terrassé par Oradea. Alors Oradea avait gagné d'un petit but à la maison. Des fois, on pense qu'un but, ça suffit pas. Puis écoute, il faut aller arracher un nul à l'extérieur. Ils ont quasiment mené tout le temps, Oradea, assez nettement, de 3 buts. Ils menaient même 14-11. Et puis, ils se sont fait rattraper comme ça, un petit peu bêtement sur la fin, mais ils ont réussi à préserver ce petit but qu'ils avaient enregistré lors du match aller. Un petit coucou à Petar Kovacevic qui entraîne cette équipe d'Oradea et qui n'a pas pu sortir des poules de la Champions League, mais en tout cas qui emmène son club en quart de finale de l'Eurocup. C'était pas facile quand même d'aller s'imposer, enfin de chercher la qualification comme ça extérieure en Espagne. Et écoute, grosse perf pour moi d'Oradea qui arrive à se débarrasser des Catalans dans ce match ultra serré. Oui, qui a géré sa fin de match, effectivement, 14-10, ils ont laissé tranquillement venir, sachant qu'ils avaient ce but d'avance. Bon, peut-être qu'ils ont un peu tremblé à la fin, mais en tout cas, ça passe pour les Roumains. Ouais, tu sais, Christophe, le calcul de se dire, j'ai 4 buts d'avance, je peux en prendre 2, je peux en prendre 3, je peux en prendre 4. Ça, c'est le calcul à éviter parce que, tu vois pas le danger arriver. Tu étais à +4, +3, tu te dis: «Bon, ça va encore», +2, +1. Puis tout d'un coup, là, tu commences à plus jouer pareil et écoute, ils s'en sortent sur un 14-14, mais je pense quand même que tu as des sueurs froides quand même qu'il faut, éviter. C'est quand tu peux l'éviter, il faut savoir mettre le couvercle sur les matchs pour pouvoir, éviter les frayeurs inutiles. Ouais, on en parlera pour le dernier match avec Marseille. Mais avant ça, 2 autres matchs. Donc, un premier rapide, donc c'était Hugh qui va recevoir Primorac Kotor, mais qui le recevra le 14 mars, puisque le match aller s'était déroulé le 4 mars en décalé, et Kotor s'était imposé 14-13. Donc là, le match retour aura lieu le 14 mars à Dubrovnik, et on verra. AI is transforming customer service. It's real and it works. And with Fin, we've built the #1 AI agent for customer service. We're seeing lots of cases where it's solving up to 90% of real queries for real businesses. This includes the real-world complex stuff like issuing a refund or cancelling an order. And we also see it when Fin goes up against competitors. It's top of all the performance benchmarks, top of the G2 leaderboard, and if you're not happy, we'll refund you up to $1 million, which I think says it all. Check it out for yourself at fin.ai. You know how everything's a subscription now? Music, movies, even socks. I swear if I... To continue this ad, please upgrade to Premium Plus Platinum. What? No. Anyway, Blue Apron... This is a pay-per-listen ad. Please confirm your billing. Oh, that's annoying. At least with the new Blue Apron, there's no subscription needed. Get delicious meals delivered without the weekly plan. Wait, no subscription? Keep the flavor. Ditch the subscription. Get 20% off your first 2 orders with code APRON20. Terms and conditions apply. Visit blueapron.com/terms for more. Qui des 2 équipes pourra
passer au tour suivant. Dernier match avant de passer à Marseille, donc Yadrad Erceg-Novi qui affrontait le Panathinaikos. Au match aller, le Pana s'était imposé d'un but, donc on rappelle, hein, Erceg-Novi était en Champions League précédemment. Et là, match nul, 22 partout après une séance de tir au but remportée par le Pana 5-4. Et le Pana, du coup, qui se qualifie et qui sort Erceg-Novi de cette compétition. Ouais, écoute, tu vois, à nouveau un match, qui a été remporté par l'équipe qui recevait d'un petit but à la maison et puis, le Pana, pareil, ça a été un chassé-croisé tout le long. Il n'y a pas eu d'écart ni pour l'un ni pour l'autre et puis, écoute, le Pana a cru quand même, tenir sa qualif et puis finalement, dans un sursaut, Yadran Erceg-Novi, a arraché une séance de tir au but qui finalement a souri aux Grecs et donc le Pana, après déjà avoir éliminé Vouliarménie dans les phases de poule de l'Eurocup, à avoir cherché sa qualification sur le dernier match, sort Yadran Erceg-Novi, qui est la seule équipe avec le Vasas reversé en Eurocup à ne pas passer le tour. Donc, écoute, petite contre-performance quand même des Monténégrins, mais les Grecs ont une équipe solide avec le gardien de l'équipe des États-Unis, plus 4 ou 5 Grecs qui jouent en équipe nationale, Jouvetis, Rumpakis, tout ça. Donc, écoute, c'est une équipe qui a des ambitions et qui se qualifie pour les quarts de finale. Donc, voilà, c'était du 50-50. Ça sourit du côté des Grecs cette fois-ci. Et Yadran Erceg-Novi qui met un terme à sa saison en Eurocup. Ouais, un peu préjudiciable pour ces 2 équipes, hein, que ça soit Vasas ou Erceg-Novi, quand on est en Champions League et que derrière, ça passe pas, en Eurocup, c'est compliqué. Mais on sait que dans ces pays-là, les équipes bougent beaucoup. On en avait parlé, déjà dans un précédent épisode. Donc, d'une année sur l'autre, toutes les cartes sont rebattues et c'est des championnats aussi, des championnats nationaux, qui sont, très serrés et difficiles d'extraire à chaque fois, même si ça tourne toujours autour des mêmes, mais quand même de savoir, qui finira, champion dans ces ligues-là. Dernier match, donc avec notre représentant français, donc vous l'avez vu, un Marseille qui s'est qualifié, mais difficilement, heureusement qu'ils avaient pris l'avantage à l'extérieur, là, match nul, 13 partout. Ouais, écoute Christophe, il y a plusieurs façons de voir le alors, quand ils ont été éliminés, de la Champions League, j'avais dit que et je le maintiens, que, dans le sport, hein, finalement, ce que tu regardes à la fin, c'est le résultat et que le résultat. On va avoir la même analyse cette fois-ci, hein, ils sont passés. Ils sont passés, alors effectivement forts de leur petit but d'avance à l'extérieur, mais ils se sont créés des frayeurs complètement inutiles. Moi, sur le papier, le Cercle a une meilleure équipe pour moi, plus complète et surtout plus longue en banc, en rotation. On sait qu'avec tous les joueurs qui prennent 3 fautes maintenant, plus la fatigue et tout ça, la rotation, c'est très important. Donc Milos Stepanovic, il peut compter quand même sur 14 joueurs pardon, de haut niveau. Il était privé de la Roumbé qui est blessé. Et puis, écoute, en face, une équipe à l'image de son coach, hein, rugueuse, pour qui a joué contre Angelini, qui lâche rien. C'était un chien dans l'eau. Et il a une équipe aussi de chiens. C'est pas péjoratif de dire des chiens. Une équipe qui lâche pas et qu'il faut pas laisser respirer parce que si tu la laisses un petit peu revenir, elle revient déjà et puis elle peut te punir. Donc le Cercle avait démarré idéalement cette rencontre en menant jusqu'à 7-2. Je t'avoue qu'à 7-2, plus le but d'avance que tu avais déjà à l'aller, je voyais pas trop les Italiens, comment ils allaient pouvoir s'en sortir. Et puis je ne sais pas si c'est un excès de confiance ou si c'est, un relâchement. Je pense que c'est un relâchement de Marseille qui, tu sais, quand tu mènes de 5 buts, des fois tu prends un petit but, tu passes de 7-2 à 7-3, tu as pas l'impression que c'est important, parce que tu te dis: «Bon, on est toujours à 7-3», mais si, c'est important. Tout est important, surtout dans un début de match, c'est pas dans les fins de match. Et effectivement, tu peux pas te permettre à ce niveau-là de compétition de te relâcher parce que tu es sanctionné. Donc, écoute, 7-2, 7-3, 8-3, donc ils étaient bien repartis et puis tout d'un coup, là, ils ont pris un blackout de 5-0 sans pouvoir endiguer un petit peu les vagues italiennes. Savone qui a été malchanceux au shoot parce que, ils ont très souvent pris les montants, Filioli, Damonte, ils ont très souvent pris les montants où le gardien Tesanovic était battu et écoute, c'est pas rentré. Et puis là, ça s'est mis à rentrer, 8-8. C'était pas le scénario que tu, prévois quand même quand tu mènes 7-2 et puis le Cercle s'est remis la tête bien comme il faut et puis a remis un coup de collier, 12-8.
Donc là, on s'est dit, bon, écoute, c'est plié. Et puis non, non, 13-9. Et écoute, 13-9, il reste 3 minutes 40, un truc comme ça. Donc, bon, 3 minutes 40 et ils finissent par un 4-0, très, très mal géré, je trouve, à la fin. Il y a 2 possessions de Nagy à la fin où je ne sais pas pourquoi ils s'embarquent dans un espèce de dribbling avec le ballon, avec des joueurs, tu rentres à moitié dans la nasse et avec des joueurs qui viennent de droite et de gauche, des joueurs qui sont réactifs en jambes et tout ça, qui viennent te mettre en difficulté et tu perds le ballon. Il jette le ballon, sur une fin de possession alors qu'il reste 12 secondes et il la jette pas dans le coin, il la jette près d'un joueur italien. C'est là-dessus que Rizzo met le 13-13. Ouais, j'ai trouvé ça, il y a pas besoin de quand il reste comme ça 50 secondes, tu as 2 buts d'avance, tu croques le ballon 28 secondes, hein, c'est pas très glorieux, mais le but du jeu dans ces cas-là, c'est pas de marquer un but supplémentaire, c'est de pas en prendre un. Et donc, tu gardes le ballon jusqu'au bout, tu jettes dans le grand, tu fermes la défense, c'est terminé. Tu peux pas laisser revenir comme ça à ce niveau-là des joueurs expérimentés comme ça, c'est difficilement compréhensible. Est-ce que Marseille est rassuré? Je sais pas parce que cette, prestation-là, on retiendra la qualif, mais je trouve qu'ils arrivent pas à éteindre les velléités adverses en face, tu as 2 joueurs de 42 ans, tu as des joueurs, qui tu as des jeunes qui sont pas forcément, à leur place à ce niveau-là, en tout cas. Écoute, ils se sont accrochés et puis, bah, comme tu l'as dit, heureusement que Marseille a gagné d'un but à l'aller parce que tu peux te retrouver au péno et au péno, qui sait ce qui peut se passer? Ouais, oui, et après, bon, il y a eu presque 2 blackouts effectivement où, ça revient à 8-8, un peu au milieu de troisième période et puis effectivement cette dernière période qui a été compliquée à gérer, pour Marseille, bon malgré quand même des choses, très positives. Moi j'ai trouvé dans ce match, j'ai trouvé une agressivité un peu retrouvée, qu'ils ont défendu un peu au pressing, mais un pressing assez agressif, pas mal de mobilité, donc ça, c'était intéressant, hein. C'est pour ça qu'il y a eu ce fameux 7-2. Une première période quand même, sur les 5 buts inscrits, 3 pénaltys quand même, pas rien et puis, après voilà, il y a ces 2 accélérations marseillaises, effectivement, je pense sur la profondeur de banc, ça a un peu aidé. Donc, où ils arrivent 2 fois à faire un 4-0, mais bon, derrière, effectivement, Savone, bah, a fait un peu la même chose, alors qu'ils avaient, je crois, Condemi, je crois, qui a été vite sorti, quasiment fin de première période ou tout début de deuxième, je crois. Ils ont 3 joueurs, à 3 fautes. Un seul côté marseillais, Thomas Vernou, qui a été, pas mal, bougé aussi, moins de fautes, hein. On avait eu 47 fautes au match aller, là, on en a que 29. C'est quand même beaucoup mieux. Puis après, bah, je vais donner peut-être avant que peut-être te repasser un peu la parole ou rebondir sur autre chose, un peu les buteurs. Donc côté italien, on a, Luca Damonte qui a fait un bon match. À la distribution aussi et qui a mis deux buts, importants. Figlioli toujours présent, hein, 2 buts. Occhione, un but. Rizzo, un but. Giollotta, un but. Bruni, un but. Leinweber, le Hongrois, 5 buts quand même. Et côté, marseillais, ben, le capitaine Hugo Crouzilla qui en met 5, dont 3 pénaltys, 3 sur 3 au pénalty, il faut quand même les mettre aussi, donc il a bien répondu à Leinweber dans l'équilibrage des buteurs. Nadji 2, Thomas Vernou 1, Alexandre Bouet 1, Romain Marion Vernou 1 but, sur une belle action en zone plus mauvais bras, on en avait déjà parlé. Michael Bodegas 1 but et Van Peperstraat 2 buts, dont, un de je crois que je sais plus si c'est lui qui marque le 12e ou 13e but, je crois, mais très beau but, il s'est pas beaucoup posé de questions et bah, ça faisait plaisir à voir et ça a été souligné par les commentateurs, de ce match, puisque le match était commenté en français, sur, la chaîne européenne Aquatics. Marseille qui, je trouve, s'en sort bien. Donc, après, cette équipe italienne a été, extrêmement accrocheuse. C'est compliqué de jouer, contre cette équipe-là. On verra si par la suite, Marseille aura un tirage au sort, assez favorable ou pas. Mais en tout cas, il faudra, continuer à hausser le niveau, pour, continuer dans cette compétition. Et rappelons aussi quand même que Savone, l'année passée, était, un des représentants italiens aussi en Champions League, puisqu'il remplaçait Reco, qui n'avait pas pris part à cette compétition. Ouais, Christophe Savon ne pouvait pas se permettre de perdre 3 joueurs, dans ce match-là. Ils ont une rotation, comme on l'a dit, qui est limitée et puis il faut pas se mentir, hein, Marseille, est éliminé de la Champions League dont ils ambitionnaient un
poste au Final Four. Donc, ils étaient évidemment favoris de ce match-là. Ils sont parmi les prétendants à la victoire finale aussi, hein. Il faut être clair. Quand tu vises le Final Four de la Champions League, tu dois viser aussi à minima le Final Four de l'Eurocup, voire mieux. Donc, Marseille était logiquement favori. Alors, écoute, j'ai trouvé Tesanovic assez en difficulté sur les shoots de loin. Il prend les 2 shoots de Damonté, le gaucher, là, qui sont pas cap il a pas un shoot très puissant, Damonté, et puis il prend ce shoot, à un moment donné, côté gauche, là, un de plus, qui est pas terriblement bien shooté. Donc je l'ai trouvé un petit peu, moyen. Hugo, qui fait du Hugo de ces derniers temps, puisqu'il nous met 5 buts par match en coupe d'Europe, en tout cas, et même en championnat. Comme tu l'as dit, je te rejoins, 3 sur 3 au pénalty, mais les pénaltys, c'est pas des buts garantis. Il faut les tirer, il faut les marquer. En face, tu as le gardien de l'équipe d'Italie quand même, Del Longo, donc et puis tirer 3 pénaltys dans un même match, face à un même gardien, c'est jamais facile, parce que si tu tires à gauche, le premier, bah, tu sais pas si tu dois changer. Si le gardien va repartir, c'est un espèce de jeu de bluff, donc c'est pas si facile que ça. Thomas a ouvert le score sur un but à la Thomas, et puis ensuite le problème, c'est qu'il a été handicapé assez rapidement il a pris 2 fautes assez rapidement. Alexandre Boué a mis son petit shoot, à 1 de plus, toujours précieux, là, la grande diagonale en bas. J'ai vraiment bien aimé le shoot de Romain Marion, qui est coutumier du fait, hein, ce shoot que j'adore, moi, quand tu reçois la balle mauvais bras, que tu ouvres l'épaule et que tu attrapes dans le mouvement la diagonale. Super bien exécuté, rapide, dans le bon secteur. Del Lungo a été impuissant là-dessus. Michael Bodegas, qui met son petit but aussi, qui a été en difficulté ces derniers temps, parce qu'il est sorti d'une blessure, on en a parlé. Et puis à cet âge-là, les blessures, c'est un peu plus compliqué que quand tu as 20 ans. Et je voudrais saluer Pierre-Frédéric Van Peperstraat, qui est un vrai soldat depuis des années de cette équipe-là, qui n'est pas souvent à la fête au niveau du scoring, parce que c'est un soldat qui défend et qui se sacrifie bien souvent, qui prend les fautes graves que d'autres joueurs ne prennent pas. Et puis là, écoute, qui met 2 buts, dont un qui est magnifique, hein, ce ballon là où il reçoit sur une fin de contre-attaque à 6-7 mètres, presque plein axe, mais un peu à gauche. Et puis avec ce mouvement qu'il a assez particulier, avec une épaule hyper laxe, qui repart vers l'arrière, et il a une accélération du bras. Même si Delongo est un peu sur la trajectoire, parce que c'est un shoot un peu petit côté, bah écoute, c'est un but très important, parce que je crois que c'est le 18 ou le 11-8. Ouais, c'est le 18, hein. Tout à l'heure, je disais le 11e ou 12e, c'est le 10, c'est le 10e Ouais, but, mais tu vois, effectivement. quand tu mènes 8-3 et que ça revient 8-8, tu as vite intérêt quand même de remettre la marche avant et de reprendre de l'air, parce que Savone a une possession pour passer devant à 9-8. Il la rate. Et puis ensuite, Marseille reprend le 18-11-8, 9-8, 18-11-8, 12-8, dont ce but de Pierre-Frédéric Van Peperstraat, très important. Et puis enfin, je l'ai un petit peu houspillé, mais je salue la performance de Bilal Gadamassi, qui écoute, a fait un bon match remuant, qui a provoqué des exclusions, qui a provoqué penalty aussi, qui a été bien muselé, mais c'est un joueur vif et rapide, et qui a fait un bon match. Donc, quand on doit être sévère, on l'est, mais quand on doit reconnaître une bonne prestation, on l'est aussi. Donc, Gadamassi, qui est d'ailleurs le joueur préférentiel utilisé par Sepanovic en pointe. Spahic a très peu joué, enfin pas beaucoup joué. Thomas n'a pas joué en pointe, ou des fois il rentre en deuxième pointe. Et Mike a un petit peu aidé aussi à ce poste-là, mais Gadamassi l'a occupé la plupart du temps. Et donc, écoute, une belle soirée au Catalan, dans une piscine pleine. C'est souvent le cas en Coupe d'Europe et en championnat. Marseille arrive à fidéliser c'était pas le cas avant, hein, arrive à fidéliser un public depuis 2, 3, 4 saisons. Et puis, écoute, voilà, si Marseille devait à un moment donné soulever la coupe, on ne se rappellera pas forcément qu'ils ont galéré contre Savone. Et puis, écoute, le système de coupe, il faut que tu élimines ce qu'on te propose. Et Marseille franchit un cap très important dans un match qu'ils auraient pu perdre, un match piège. Mais ils s'en sortent un petit peu au forceps, mais ils s'en sortent. Oui, ils ont tremblé jusqu'aux dernières secondes, hein, puisque ce 13e but italien est inscrit à 8 secondes de la fin. Juste, je voulais dire, bon, c'est vrai que Spahic a moins joué, mais il a pas mal joué quand même. Il a récupéré des ballons, il a fait à un moment une belle passe là en tournant, et il arrive à faire une passe sur un but, donnant un but presque facile. Je ne sais pas si c'est pas d'ailleurs à C'est fort, Frédéric Van Peperstraat. Ouais, c'est ça, c'est ce qui me semblait sur cette action-là. Et notez que Hugo marque les 3 derniers buts, hein, de son équipe. Sur ces 3 buts, il y a 2 pénaltys, mais en tout cas, c'est lui qui marque les 3 derniers buts, donc portant le score jusqu'à 13-9, avant que Savone égalise, on vient de le dire, dans ces derniers instants. Voilà, bon, après, c'est des fois dans ces matchs-là, malgré tout, voilà, on a la qualification, ça a bataillé, mais ça a tenu bon.
C'est-à-dire gagner à l'extérieur. Là, on n'a pas perdu, match nul. Donc ça peut peut-être être, finalement, faire partie des matchs un peu références qui pourront peut-être, en tout cas je l'espère, permettre au Cercle d'aller, peut-être jusqu'au bout. C'est tout le mal qu'on leur souhaite aussi. En tout cas d'aller le plus loin possible et peut-être qu'effectivement on se souviendra pas, de cette victoire étriquée, contre Savone, mais en tout cas peut-être qu'on se souviendra que ça a pu construire, ou en tout cas une base, peut-être solide, pour la suite de cette compétition. Je voulais juste un dernier petit éclairage. Marseille a marqué 13 buts à l'aller avec 11 buts des Français et Marseille marque 13 buts au retour avec 11 buts des Français. Je me permets de dire parce qu'on a des Français qui sont bons, on a des bons joueurs en France, on a des joueurs décisifs. Tu as parlé d'Hugo, mais il y en a d'autres. Et donc, on a des joueurs sur lesquels on peut s'appuyer et on a de vrais bons joueurs. Ça n'a pas toujours été le cas en Coupe d'Europe. Et des fois, je vois que les étrangers passent la balle aux Français pour que le Français finisse les actions, ce qui, ça, c'est une nouveauté quand même. Et je trouve ça très bien. Donc, Marseille a pu compter sur sa colonie française pour passer ce tour-là. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette coupe d'Europe. On attaque, avec, l'élite pour commencer qui ne comptait que 2 matchs pour cette 13e journée. Donc on avait un 7 qui recevait, Strasbourg. 7 qui a serré un peu plus le résultat que contre Marseille puisqu'on avait, fait une petite polémique, là-dessus et 7 malheureusement qui s'incline à domicile 17-11 contre une belle équipe, de Strasbourg. Ouais, 17-11 avec un Fontani à 60 auteur aussi de 2 pénaltys arrêtés. Bah, écoute, qui a été le grand artisan avec Mathis Mas de ce succès. 7 qui avait besoin quand même de, comme tu l'as dit, hein, de se relever un petit peu de la gifle qu'ils avaient pris à Marseille. Alors enchaîner Marseille et Strasbourg d'affilée, c'est pas forcément l'idéal, mais écoute, c'est un petit peu mieux. Il y avait 8-7, 8-7 fin de deuxième, 13-10 début de quatrième. Il craque un petit peu sur la fin, mais au moins, c'est pas une gifle 17-11 à la maison en plus. Bah écoute, ils se sont un petit peu refait la cerise, même si c'est une défaite. Strasbourg qui engrange les victoires, hein, qui fait ses matchs et qui prend 3 points à 7, club anciennement entraîné par Olivier Chandieu, l'entraîneur de Strasbourg, et qui fait le maximum dans ce championnat à eux. Ils peuvent pas battre Marseille pour l'instant, mais ils gagnent tous les autres matchs qu'on leur propose. Oui, après c'est pas une claque, mais c'est -6 quand même à domicile, hein, donc Ouais, enfin, quand tu reviens d'un -16, oui, -6, c'est -16, mieux. c'est oui, quand même. Et deuxième match, là, on parlait de claque, donc Bordeaux qui recevait Nice, et Nice qui s'impose plus que facilement 16-6, donc Bordeaux qui, là, coule un peu à pic. Et Bordeaux qui prend surtout 9-2 dans les 2 dernières périodes. On se rend pas assez compte de l'exigence de l'élite, hein, l'élite, il faut maintenant tu peux pas avoir 9 joueurs ou 10 joueurs, il t'en faut 13 parce que tu vas avoir la fatigue, tu vas avoir les exclusions et tu vas être obligé de faire tourner et à un moment donné, quand tu as un gap entre tes joueurs cadres et tes joueurs non cadres, il faut que tu arrives quand les rotations, arrivent justement que ton niveau ne s'écroule pas. Alors là, je sais pas si c'est physique ou quoi, le 9-2 dans les 2 dernières périodes, mais c'est l'écart effectivement entre une équipe qui a fini deuxième en N1 l'année dernière et une équipe, qui mine de rien grimpe à la 4e place, hein, parce que la vraie bonne opération du week-end, on l'avait dit la semaine dernière, hein, par le biais d'un calendrier favorable, Nice pouvait chipper la 4e place à 7, et ils l'ont fait, donc ils sont pas du tout tombés dans le piège. Et puis écoute, c'est un match, je vais pas dire référence, hein, mais Nice serre les scores contre les grosses équipes, mais il leur manquait quand même un bon petit déplacement. C'est toujours galère un déplacement, le voyage, etc., etc. Mais finalement, Nice l'emporte sans trembler une seule seconde, 16-6. Et si tu veux qu'on fasse un petit point sur le classement, je te laisse annoncer le classement. Alors au classement, on a, Team Strasbourg, 1er avec 12 matchs, 33 points. 2e Marseille, 9 matchs, 27 points. 3e Pays d'Aix Natation, 10 matchs, 24 points. 4e, tu viens de le dire, Nice, 11 matchs, 15 points. Suivi de 7, 5e, 12 matchs, 14 points, donc qui a un match de plus, que Nice. 6e Montpellier, 10 matchs, 11 points. 7e Taverny, 11 matchs, 11 points. 8e Douai, 10 matchs, 6 points et qui clôture ce championnat, Bordeaux, 11 matchs, 3 points. Ouais, Nice qui a pas été à pareille fête depuis longtemps quand même, hein, voir Nice dans le top 4, j'ai pas toutes les stats en tête, mais ça fait un moment quand même qu'ils sont pas à ce niveau-là. Écoute, ils seront exempts à la prochaine journée, donc ils ne joueront pas. On aura un Marseille-Taverny qui devrait pas offrir beaucoup de suspense.
On aura un 7 Douai où il faudra que les Sétois, s'ils veulent repasser devant les Niçois, devront rester maîtres chez eux à Fonquerne. Match piégeux quand même parce que Douai, c'est une équipe qui progresse et qui peut les gêner. On aura un très alléchant Strasbourg-Pays d'Aix. Le Pays d'Aix voudra prendre certainement sa revanche du match aller et essaiera d'aller s'étalonner et se challenger en Alsace. Et Strasbourg voudra rester invaincu à la maison. Donc un vrai choc. Et puis on aura ce fameux Montpellier-Bordeaux. Montpellier qui avait trébuché à Bordeaux. Et quand on regarde le classement, puisque Bordeaux n'a jusqu'alors enregistré que cette victoire-là contre Montpellier. Et ces 3 points-là, Montpellier se les traîne depuis ce match-là, puisqu'on l'a dit, Montpellier, jusqu'à maintenant, à 11 points. Ils auraient pu potentiellement être à 14. Ils ont un match de moins par rapport à Nice. Et donc, cette 4e place aurait pu leur revenir. Mais là, maintenant, ça va être dur pour eux. Ils ont 4 points de retard sur Nice, donc ça fait un match. Il leur faut plus qu'une victoire pour dépasser Nice. Donc, écoute, une fin de championnat pour l'instant très, très intéressante. Merci Frédéric. On bascule du côté de l'élite féminine avec un premier match Choisy-le-Roi qui recevait Toulon. Rappelons que Choisy et Toulon, si je ne dis pas de bêtises, avaient été promus en même temps il y a 2 ans. Et l'écart se creuse, on n'est pas sur la même dynamique. Toulon qui s'impose à l'extérieur largement 24-5 après avoir mené 15-4 à la mi-temps. Oui, écoute, 2 confirmations. La confirmation que Choisy est bien dans une saison extrêmement galère. Et puis, dans le même temps, on a un Toulon qui, journée après journée, fait mieux que tirer son épingle du jeu. Et puis, quand même, pour une équipe qui est promue, qui met 20 buts quand même d'écart à l'extérieur, c'est quand même pas anodin. Très bonne performance des Toulonnaises, qui est dans une vraie bonne dynamique actuelle et qui fait plus qu'embêter les équipes et qui s'accroche solidement à sa 4e place. Oui, qui enchaîne, puisqu'ils avaient battu Nice le week-end précédent. Ouais, 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 non, non, c'est pas anodin. Elles ne battent pas que les équipes qui sont moins classées, c'est-à-dire Taverny et Choisy. Elles ont aussi, de toute façon, pour être 4e, il faut forcément écarter une équipe entre Nancy, Nice, Lille et Bordeaux. Et donc, non, non, c'est très belle perf, en tout cas, des joueuses de Raphaël Pirat. Ouais, très belle perf. Lille qui recevait Nice, on parlait de Nice, là quand même Nice qui n'a pas fait le poids, au profit d'une très belle dernière période des Lilloises, avec une victoire 20-12, donc grâce à cette 4e période remportée 7-2. Lille qui reste maîtresse chez elle, les Niçoises qui avaient grandement embêté les Lilloises à l'aller, puisque ça s'était terminé à un but. Et là, écoute, remise de pendule à l'heure, en tout cas dans cette dernière période, 20-12, l'addition est quand même salée pour les joueuses d'Eli Caro. Mais écoute, c'est l'écart qu'il y a entre une équipe qui, pour l'instant, a 8 matchs, 8 victoires. Et puis ensuite, derrière, c'est un peu la foire d'empoigne pour résister. On s'aperçoit quand même que Toulon, mine de rien, a le même nombre de points que Nice, donc 13 points chacune. Donc Nancy qui est un petit peu décroché maintenant, qui a 4 points de retard, qui aura peut-être du mal à recoller au peloton. Mais effectivement, victoire sans appel des nordistes. Ouais, les Niçoises qui s'étaient simplement déplacées à 11 joueuses. Donc peut-être que le rythme imposé dans ce match n'a pas permis à Nice d'aller plus loin, compte tenu de son effectif réduit pour ce match. 3e et dernier match de cette journée, donc Nancy était exempt, donc il nous reste Taverny-Bordeaux et victoire facile aussi des Bordelaises à l'extérieur, 18-7. On était à 8-1 à la mi-temps et grosse 3e période des Bordelaises qui s'imposent 7-3 aussi. We all prefer things a certain way, like groceries. If you want groceries just how you like them, you gotta try Instacart. They have a new preference picker that lets you pick how ripe or unripe you want your bananas. Shoppers can see your preferences upfront, helping guide their choices. Because when it comes to groceries, the details matter. Instacart. Get groceries just how you like. Ouais, Christophe, un peu les matchs des extrêmes entre Taverny avant-dernier et Bordeaux, dauphin des Lilloises. Donc, il n'y avait pas vraiment beaucoup de suspense sur ce match-là. Et Bordeaux l'emporte confortablement, consolide sa 2e place. Et bon, il n'y avait pas grand-chose à espérer du côté tabernacien sur ce match-là. Et Bordeaux fait le job. Donc, ça nous donne un classement avec Lille, 24 points, donc qui a fait carton plein depuis le début de la saison. Suivi de Bordeaux, 16. L'Olympique Nice Natation est 3e au goal average devant Toulon, 13 points chacune. Nancy un peu décroché avec 9 points. Suivi de Taverny, 3. Et Choisy
choisi 7. Il est à noter qu'enfin, toutes ces équipes comptent le même nombre de matchs, à savoir 8 matchs. Oui, complètement. C'est la première fois qu'on a un équilibre de ce niveau-là et peut-être à creuser un peu, mais pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. On nous avait parlé de Nancy qui avait été sanctionnée d'un certain nombre de points en moins. Je pense que c'est le cas puisqu'elles ont quand même gagné 5 matchs. 5 fois 3, ça fait 15. Donc là, elles n'ont que 9 points. Donc on leur a bien enlevé des points. Et du coup, Nancy a 9 points et est cinquième. Ouais, les équipes qui ne présentent pas d'équipe jeune, les équipes jouant en élite qui présentent pas d'équipe jeune, sont sanctionnées de points. C'est donc ce qui a coûté les 6 points à Nancy, donc qui est passé de 15 à 9 et qui leur a coûté leur participation, au trophée Alice Mia. Elles ont pas pu être éligibles à ce trophée-là et donc alors c'est vrai que les 9 points, c'est pas la vraie valeur de Nancy, hein, puisque, potentiellement Nancy devrait être à 15. Mais écoute, la fédération a décidé, d'appliquer le règlement et de sanctionner de 6 points, donc c'est beaucoup 6 points quand même, ça fait 2 matchs, 2 victoires et donc ce qui explique la place des Nancéennes actuellement. Ouais. On enchaîne avec la Nationale 1 pour une 17e journée et pour commencer, déroulé de ces matchs, festival de buts à Givors, 37 buts inscrits et une victoire des Givordins 24-13 contre l'INSEP, après avoir mené 12-5 à la mi-temps. Écoute, Givors qui fait une belle saison, hein, on l'a dit, avec des résultats, je ne veux pas dire inattendus, mais oui, un petit peu quand même. Bon, qui recevait l'INSEP, qui, lui, fait son championnat, de développement, j'allais dire, pour essayer de développer les jeunes, que l'INSEP a accueillis et les faire progresser. Donc, écoute, l'écart est un peu lourd quand même, malgré une belle, dernière période de l'INSEP qui, gagne 6-5, mais l'écart est trop important et Givors qui prend 3 points logiques. Alors, à noter dans ce match que Givors avait 13 joueurs sur la feuille contre 11 uniquement à l'INSEP. Alors, c'est pas arrivé tout le temps à Givors, hein, on l'a souvent souligné, hein, qui présentait, souvent 11 joueurs, même à la maison, ce qui fait un peu, désordre. Beh, écoute, là, ils avaient une équipe au complet et puis l'INSEP, je sais pas trop pourquoi ils se déplacent pas, au complet à leur tour, mais c'est vrai que les feuilles de match permettant 13 joueurs, c'est bien quand même de les remplir et d'avoir des équipes au complet, des 2 côtés. Ouais, mais bon, première fois, qu'en tout cas, on voit un effectif aussi complet du côté de Givors. Deuxième match, duel un peu des extrêmes, Moulins qui recevait, Livry-Gargan et pas beaucoup de suspense dans ce match, aussi festival, de buts, 34 buts inscrits, dans cette rencontre et Livry donc qui s'impose à l'extérieur 22-12 après avoir mené 11-3 à la mi-temps. Ouais, match, déséquilibré, hein, on le savait. Livry fait une très belle saison, Moulins est en souffrance. Donc Livry qui chasse, on en reparlera tout à l'heure, mais qui chasse toujours Monaco, donc il ne peut pas se permettre de lâcher des points comme ça et qui fait le boulot et qui le fait proprement, hein. Il n'y a pas eu de suspense du tout, un 4-1, 7-2 comme tu l'as dit, 11-3 fin de deuxième. Donc ils se sont rendus le match facile et puis, écoute, on fera un point, un petit peu après, mais la fin de championnat risque d'être assez, palpitante. Oui, un match côté, de Livry, qui repose quand même, essentiellement là sur 4 joueurs qui, à eux 4 ont marqué 18 buts. Donc, 5-4, pour les buteurs principaux. Donc, à 5 buts, on a Veljko Lasses et Jakub Novacek, tous les 2 à 5 buts et Eric Sanz Janin, qui doit être un Espagnol et Victor Almagro Rodriguez, potentiellement aussi avec, 4 buts chacun. Ouais, non, non, mais Livry a une grosse équipe, avec de bons joueurs de polo, donc il faudra compter avec eux dans cette fin de championnat, bien évidemment. Et Moulin, qui s'est appuyé sur Kevin Guinet avec 4 buts et Morgan Griot-Desfontaines avec 3 buts pour les principaux buteurs moulinois. Troisième match de cette 17e journée et duel aussi, pas des extrêmes, on est plutôt du coup un peu en milieu de tableau, mais un écart conséquent et Mulhouse, qui a déroulé, à La Rochelle en s'imposant 24-6. Ouais, La Rochelle qui se fait, transpercer, dans les grandes largeurs, 24-6, il y a pas eu de match. Mulhouse qui a porté son avantage même jusqu'à 16-3, fin de troisième et puis, écoute, non, effectivement, il y a pas eu de match. La Rochelle qui nous avait habitués, surtout à domicile, à un peu mieux quand même et puis Mulhouse, qui avait peut-être, besoin de se racheter après des contre-performances, on va appeler ça comme ça et puis, il leur reste des matchs quand même à gagner pour finir le plus haut possible mais,
Là, écoute, l'écart monstrueux quand même, moins 18 à la maison, ça fait mal, mais voilà, Mulhouse, belle partie des Mulhousiens. Ouais, avec un Anthony Houdin, qui avait mis son costume presque, j'allais dire, de super-héros dans ce match parce qu'il marque quand même 10 buts et 10 buts, à égalité. Quatrième match, Saint-Jean qui accueillait Arles, mais petite surprise, dans ce match puisqu'il n'y a que 3 buts d'écart. Malheureusement, toujours pas à la faveur de Saint-Jean d'Angély qui s'incline 12-9, donc petit score, contrairement au match précédent où on avait, beaucoup de buts. Ouais, Saint-Jean qui a même mené, hein, qui menait, fin de première, de 2 buts, 4-2, qui avait bien entamé le match. Il y avait 5-5 fin de deuxième, donc bon, les premières périodes, des fois, tu jettes tout un peu ce que tu as dans la bataille et puis après tu craques un peu, mais ça n'a pas été le cas. Et puis bon, ils perdent les 2 dernières 7-4, mais 12-9, contre une équipe aussi haut classée que Armes, dans ce championnat. Écoute, ça laissera de l'espoir, à Saint-Jean, quand tu fais 3 buts contre Armes. Bah, après, quand tu rencontres des équipes de ton calibre, tu dois t'appuyer là-dessus pour, tenter de faire mieux. Donc écoute, Arnes, on ne sait pas trop comment ils se sont déplacés là-bas, mais écoute, ils ramènent l'essentiel, c'est-à-dire une victoire et ils poursuivent leur chemin. Oui, Saint-Jean qui aura peut-être des regrets, dans ce match. Ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas serré les scores comme ça et Arnes, bah, qui assure l'essentiel en s'imposant à l'extérieur. On en avait parlé et je vais juste en redonner un petit mot sur lui, mais Ilan Zaoui qui rentre un petit peu dans le rang, on va dire, qui ne marque qu'un but aussi dans ce match après, avoir démarré, tambour battant sur ses premières rencontres et là, bah, c'est plutôt, Nicolas Deman qui est le meilleur buteur, arnais et qui en marque 3 dans ce match. Dernier match de cette journée, Choisy-Marseille, donc victoire, assez serrée de Marseille, 21-16 contre Choisy, mais Marseille aussi qui avait, pour le compte de la journée 19, avait groupé des matchs et avait affronté le Racing le 6 mars, donc la veille, et là qui s'était imposé que de 3 buts, donc petit match, vraiment de Marseille. Bon, ils avaient pris l'avantage, mais Racing qui finit, ce match tambour battant en s'imposant dans la dernière période 7-2. Ouais, écoute, les finances des clubs étant ce qu'elles sont, bah, les clubs essayent de grouper des matchs, comme ça, de manière assez, j'allais dire intelligente, hein, parce que, bah, c'est des déplacements qui coûtent cher. Donc, quand les clubs arrivent à s'arranger, bah, écoute, ils le font et c'est pas plus mal. Oui, bah, les écarts sont pas, phénoménaux, mais au final, écoute, Marseille revient avec 6 points de ces 2 déplacements parisiens. C'est pas toujours facile d'enchaîner, 2 matchs comme ça à l'extérieur. Choisy, c'est l'équipe qui est pas facile à manœuvrer chez elle, donc je suis un peu plus surpris du résultat quand même contre le Racing parce que -3, effectivement, je m'attendais pas à ça. Mais écoute, Marseille fait l'essentiel, et une équipe marseillaise quand même, quand tu joues avec, Brody McKnight, il y a eu le retour de Baptiste Odon, de Revier qui est là, Danowski qui est présent, Tavel. Bah, effectivement, ça fait tout de suite un autre cercle. Je ne sais pas où est passé Léandre Ndo-Metogo parce que ça fait un petit moment qu'il joue pas. Donc est-ce qu'il est blessé? Je j'ai pas d'infos. Mais écoute, Marseille, quand il est, un peu plus complet que ce qu'il a été, parfois, bah, évidemment, ça aide, hein, à obtenir des meilleurs résultats. Donc oui, Marseille, bah, qui quand même, voilà, ce déplacement parisien, bon, ils ont effectivement pris les 6 points, mais pas forcément très rassurant, surtout le match contre le Racing, hein, voilà, malgré, les retours des joueurs que tu as cités. Bon, il y a que 3 buts, mais en arrivant peut-être le vendredi soir, je pense que les jeunes joueurs du cercle notamment, bah, ont dû partir, en fin de journée, puisque le match était à 20h30. Donc, ils sont, à mon avis, arrivés et joués tout de suite, ce qui explique un petit peu ça, sachant qu'il y avait quand même 9-2 à la mi-temps. Le match se finit qu'à -3. Peut-être des regrets côté du Racing ou, en tout cas, Marseille, qui, malgré le déplacement, a su gérer ces 2 matchs, et repartir avec les 6 points. Ouais, on rappelle que les matchs avaient lieu vendredi, samedi et non pas samedi, dimanche. Donc effectivement, comme les joueurs sont pour la plupart quand même, étudiants, lycéens, ou ce que tu veux, bah, ouais, ouais, ils ont dû, à mon avis, partir un petit peu tard le vendredi et ce qui explique peut-être, hein, je dis bien, leur match un petit peu étriqué, au Racing le vendredi soir. Ouais. Alors, il nous reste 5 journées en National 1, donc, de la 18e à la 22e journée et tu voulais un petit peu nous parler de cette fin de championnat qui s'annonce peut-être, plus indécise qu'on ne l'imagine. Oui, donc alors,
pour le moment, on va aller dans le haut du classement, évidemment. Donc Monaco compte 4 points d'avance sur Livry. Donc 4 points, c'est une potentielle défaite, c'est-à-dire qu'ils ont, entre guillemets, un joker. Ils ont un calendrier compliqué quand même parce qu'ils vont aller à Arles, ils vont aller à Livry et recevoir Marseille. Donc sur les 5 matchs qu'il leur reste, il y en a 3 quand même qui sont pas faciles. Arles recevra aussi Livry. Donc Arles peut être un peu le faiseur de roi, hein, si Livry venait à prendre des points à Arles et que Monaco trébuche, ou vice-versa, si Monaco devait s'imposer à Arles. Monaco devra éviter de faire 2 défaites dans ces 3 matchs-là, a son destin entre ses mains. Donc en sport, c'est ce qui est le plus important. Il faudra, j'allais dire, absolument battre Marseille à la maison déjà, pour garder ce petit joker en cas d'une défaite à Livry. Le match à Livry sera quand même compliqué pour eux dans ce bassin particulier. Et puis le match aller s'était terminé, on le rappelle, seulement au penalty. Donc Monaco sera en danger à Livry. Les 2 équipes joueront à Arles et Monaco recevra Marseille. Alors quel Marseille? Ça, on ne sait pas. Est-ce que c'est un Marseille un peu, je ne veux pas dire démotivé, mais qui aura fini sa saison? Ou est-ce que ça sera Marseille qui voudra, dans ce match de prestige-là, donner tout ce qu'il a? Mais ce sera quand même une fin de championnat qui n'est pas encore jouée du tout. Alors certes, Monaco avait battu au penalty Livry, mais c'est là que tu vois l'importance quand même tu marques 2 points, l'autre il en marque 1. Et donc, tu as ce petit coussin, mais qui n'est pas, évidemment, qui est pas le cas d'une victoire où tu mets 3 points et l'autre 0. Donc, ça sera important. Le haut du classement n'est pas terminé. J'allais dire l'équipe qui est à peu près, je ne vais pas dire tranquille, mais Arles peut plus être rejoint par Givors derrière, donc ça devrait être à peu près tranquille. Ils peuvent aller chercher un podium, mais il leur faudra pour ça, à mon avis, battre et Monaco et Livry. Ça va être quand même compliqué pour eux. Mulhouse peut faire une bonne petite opération, parce ils sont 6e, mais avec un match en moins sur Givors, donc ils peuvent éventuellement sauter Givors et rentrer dans le top 5. Et puis après, écoute, ça va être un petit peu, on verra qui joue la dernière place entre l'INSEP et Saint-Jean. Saint-Jean a quand même 2 matchs en moins. Ils sont possiblement favoris. Donc on verra un petit peu. Mais un championnat qui tient toutes ses promesses. C'est peut-être le championnat où on a le plus de suspense. Même si l'élite cette année est assez sympa avec ce top 4, cette 4e place en tout cas, qui est très indécise. Mais on a un championnat de N1 intéressant. Oui, ça se jouera. Donc, pour la journée 20, on aura Livry qui recevra Monaco. Et la journée 21, tout de suite après, Monaco qui recevra Marseille. Donc, on sera fixé sur, grosso modo, une semaine de qui devrait être champion dans cette Nationale 1. Peut-être un petit point classement. Ouais, Christophe, Monaco n'a pas joué et donc Livry a repris 3 points au classement, fort de leur victoire dont on a parlé. Donc ça nous fait un classement Monaco à 50 points avec 17 matchs. Derrière Livry à 46, pareillement 17 matchs. Marseille suit avec 42, mais avec un match en plus, 18 matchs. Arles, 4e, 39 points avec 17 matchs. Suivi de Givors, 28, 17 matchs. Mulhouse n'a que 16 matchs et a 27 points. Choisy-le-Roi 7e, 27 points, 17 matchs également. La Rochelle, 19 points, 17 matchs. 9e Moulins, 11 points, 17 matchs. Le Racing est 10e au goal average, 11 points, 17 matchs. Et ensuite ferme la marche l'INSEP et Saint-Jean, 3 points chacun. Mais Saint-Jean a 2 matchs en moins, alors que l'INSEP en a 18. La prochaine journée, le 14 mars, nous verra donc un match Racing Club de France qui recevra Mulhouse. Donc une occasion aussi pour Mulhouse d'aller grappiller 3 points précieux là-bas. Marseille recevra La Rochelle sans trop de crainte, je pense. On aura un match très intéressant entre Givors et Choisy. Les 2 équipes sont au coude à coude, donc est-ce que Givors restera maître dans son bassin? Livry recevra Saint-Jean avec pas beaucoup de suspense malheureusement sur ce match-là. Et donc le fameux match dont on a parlé, Monaco se déplacera à Arles dans un match qui sera, je ne veux pas dire une finale, mais si Monaco venait à l'emporter à Arles, quand même, ils conserveraient leur joker. Par contre, en cas de défaite, ils verraient Livry revenir grandement et dangereusement juste derrière. Donc ce match-là, il s'était imposé il y a 1 an ou 2 à la dernière seconde, je crois, un truc comme ça, dans un match très serré. Donc il leur faudra faire un gros match et vaincre Arles dans ce bassin si compliqué. Avant de se quitter, 2 dernières infos. La première, ce soir, il y aura donc un match Pays d'Aix natation contre le Cercle des nageurs de Marseille. Match prévu donc à 19h30, que vous pourrez suivre sur la page Facebook du PAN. Et les tirages au sort de l'Eurocup des quarts de finale sont tombés. Et on a prévu donc rencontre aller le 18 mars et retour le 28 mars.
Les duels seront Panathinaikos Jadran Split, les Hongrois de BVSC contre les Roumains d'Oradea. On aura un troisième quart de finale, donc on l'a dit précédemment en début d'épisode, qui de Primorac Kotor ou Yuk Dubrovnik affrontera Radniki, donc duel des Balkans. Et enfin, ce qu'on redoutait plus ou moins, ça avait été annoncé lors de la diffusion du match retour contre Savone. Marseille retrouvera son ennemi de poule qu'il a éliminé de la Champions League, Sabadell. Ouais, Christophe, écoute, on va s'intéresser plutôt à ce quart de finale-là. Je suis pas sûr quand même que Sabadell soit très content non plus de rencontrer Marseille, hein, parce que, écoute, j'avais dit, ces 3 équipes-là, Sabadell, Marseille et pour moi Ralmiki, sont peut-être un petit peu au-dessus du lot, ouais, écoute, en tout cas, Marseille est prévenu, Marseille est averti. Il y aura pas d'excès de confiance ou, je dis pas qu'il y avait un excès de confiance pendant la Champions League, mais moi, c'est un tirage, de toute façon, si tu veux aller au bout, parce que Marseille a les ambitions d'aller au bout et de réussir sa saison, il faudra en passer par là. Je ne veux pas faire une analogie, mais un petit peu, Marseille, et alors les Marseillais m'en voudront pas, mais c'est un petit peu le PSG au foot. C'est-à-dire que, tu ne juges de la réussite de la saison du club que, par rapport à ses résultats européens. Marseille, tu sais qu'ils vont être champions. Ils ont déjà, gagné le trophée, Pierre Garçot, donc ils font le doublé et maintenant, si tu t'arrêtes, en quart de finale de l'Eurocup, la saison sera, pour moi, pas une réussite. Si tu passes là, tu vas en demi et que tu peux aller plus loin, évidemment, donc les résultats de Marseille sont, décryptés à l'aune de leur campagne européenne et c'est comme ça. Moi, ce tirage-là me déplaît pas. De toute façon, il faut affronter les équipes, et puis voilà, c'est pas parce que tu as perdu 2 fois que tu vas perdre forcément une troisième fois, une quatrième fois. Marseille devra à un moment donné, pour passer, par contre, jouer, sur sa juste valeur, ce qui pour moi n'est pas le cas depuis le match aller à Barceloneta. C'est-à-dire le retour à Hanovre, les 2 confrontations Sabadell, même les 2 confrontations Savone. Pour moi, le Cercle joue pas au niveau qui devrait être le sien et il faudra, améliorer son niveau parce que je pense que Sabadell, je reste persuadé que Sabadell, c'est au-dessus de Savone. Donc, écoute, voilà, hein, maintenant c'est comme ça. 2 équipes, de Champions League qui se connaissent par cœur parce que même si elles se sont affrontées cette année, elles ont été aussi dans les mêmes poules, certaines années précédentes et puis, écoute, il faudra pas aller, tu as le match aller, où est-ce que c'est? J'ai l'ordre des matchs. Alors, c'est match aller à Marseille et match retour à Sabadell. Donc Marseille recevra en premier. Écoute, c'est pas forcément un désavantage, hein. Moi, je crois plus trop à ces trucs, le match retour. Si tu gagnes de 5 buts chez toi d'entrée de jeu, écoute, c'est comme ça. C'est l'avantage du bassin en polo, sur une double confrontation comme ça pour moi, alors tu as des gens qui préfèrent recevoir au retour, mais si tu te fais fesser à l'aller, à -5, le retour, il sera tout aussi compliqué. Donc, Marseille sait ce qu'il a à faire. Marseille a beaucoup de joueurs d'expérience, de grande expérience, qui ont des longues campagnes européennes derrière eux. Et puis, il faudra, je te dis, qu'ils fassent un match au-dessus de ce que je les ai vus faire jusque-là. Et puis surtout, tu peux pas être flamboyant 32 minutes. Ça n'existe pas. Il faut à tout prix que dans tes temps faibles, tu prennes pas l'eau comme ils l'ont pris parce que j'ai l'impression, c'est ce qui me fait un peu peur, c'est que quand l'équipe est un peu à l'envers, des fois, quand tu es à l'envers, tu dois mettre un peu le bleu de chauffe, tu dois jouer un peu pourrir le match pour pas prendre des 5-0 ou des 5-1 et attendre que ton temps fort revienne. Et ça, Marseille a eu quand même pas mal de difficultés à le maîtriser en ayant des partiels des fois un peu inquiétants. Donc bon, écoute, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils sont grands, ils sont bons. Donc écoute, voilà, moi j'avais dit que j'étais toujours optimiste quand Marseille devait aller jouer à Sabadell pour la qualification en Champions League. Je le suis toujours et je pense qu'ils vont passer cette fois-ci. Et puis quoi de mieux que de passer contre l'équipe qui t'a sorti de la Champions League. Oui, une revanche à prendre du côté du Cercle, mais avantage psychologique pour l'instant pour Sabadell, qui a gagné ses 2 précédentes confrontations contre le Cercle. Et espérons qu'on n'ait pas le même scénario. Bon, même si Sabadell avait commencé à domicile, hein, on l'a évoqué en début d'épisode aussi, hein, Sabadell qui s'était imposé 11-3 contre Sabach à domicile, à l'aller, et au retour qui avait perdu 9-6. Donc effectivement, ils ont géré, comme tu l'indiquais, le fait d'avoir le match retour à Sabadell. Si le Cercle a fait le job à l'aller, ça devrait être une formalité.
on l'espère en tout cas, au retour. Ouais, tu vois, le 11-3 de Sabac contre Sabac, quand même, de Sabadell, marque les esprits, mais après, avec des si, tu peux tout faire, mais il faudra ce Marseille du 7-2 contre Savone et pas du 8-8, hein, parce que il y a des retours comme ça, il faut savoir mettre le couvercle sur un match. Alors, c'est pas du football, tu peux pas garder la balle pendant 10 minutes, hein, parce qu'au bout de 28 secondes, tu es obligé de redonner la balle, grosso modo, à l'adversaire, donc et de subir. Mais écoute, moi, je mets un petit ballottage 55-45, et puis en espérant que Marseille nous fasse vivre une très belle soirée, déjà pour commencer au Catalan, et puis ensuite et conserver leur avantage là-bas. On verra ça dans un prochain épisode. Voilà, on arrive à la fin de ce nouvel épisode. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et on se donne rendez-vous, comme d'habitude, mardi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci, ciao. JustWorks helps small businesses support their teams with everything from HR to better benefits. Whether you're hiring, automating payroll, expanding globally, or tackling compliance, JustWorks offers transparent pricing and 24/7 human support. Hire and manage talent without juggling multiple platforms or hidden fees, and get your team access to premium benefits like health insurance, 401k, and commuter perks. Learn more at justworks.com. They do your human resources right, so you can do right by your people. JustWorks, for your people. Taste the Mediterranean at Whole Foods Market with a vibrant selection that captures the flavors of the region. Shop coastal favorites like responsibly farmed whole bronzini and jumbo white shrimp, and pair them with specialty pastas, robust olive oils, and aromatic sauces directly sourced from the Mediterranean. Want a fast and easy dinner? Grab refreshing Greek salads and tortellini from the prepared foods department. Taste the Mediterranean now at Whole Foods Market. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager, et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.